Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. Demain le Congo. Demain le Congo est une série de conversations autour de la réinvention du Congo-Kinshasa avec Jean-Pierre Mbelou, abbé et analyste politique. On discutait de l'approche clinique des conséquences de la mort sur notre devenir commun. Oui. Donc, il y a eu un effet décivilisateur. C'est-à-dire, il y a eu comme un renoncement aux valeurs de la vie. Pourquoi? Parce que les Congolais se sont rendus compte que ceux qui tuent ont accès à la voir et qu'ils jouissent de l'impunité. Donc, ils ont cru que, certains, pas tous, que la mort, donner la mort, procurer la mort, est une voie, est un accès vers la voie. Ce qui fait que, aujourd'hui, vous avez la majorité idolâtre qui s'appuie sur les jeunes qu'on appelle à Kinshasa les jeunes Pomba, ou les Kuluna. C'est-à-dire, imaginairement, ces jeunes sont convaincus que la voie de la mort est la voie qui leur donne accès à la force et à la puissance et à l'être. Donc il y a une reconversion négative de nos jeunes au lieu qu'ils soient des jeunes qui défendent les valeurs de la vie. Ils ont été décivilisés au point de croire que c'est en donnant la mort qu'ils valent mieux. Mais c'est un phénomène lié aussi à la paupérisation permanente. Ces jeunes-là qui ont vu les seigneurs de la guerre, parce que parmi les seigneurs de la guerre, il y a aussi beaucoup de pauvres qui sont devenus riches d'un coup. Alors les jeunes se disent, mais eux ont emprunté la voie de la violence et de la mort, ils sont devenus riches. Pourquoi pas nous? Donc, il y a une reconversion négative des jeunes. Il y a eu un phénomène de civilisateur qui va encore faire ses effets négatifs chez nous. Et il y a pire. Vous avez de nos jeunes qui en violant nos mamans, nos grands-mères et nos filles, estiment pouvoir avoir suffisamment de force pour résister à ceux qui donnent la mort. Donc, du point de vue clinique, nous sommes plusieurs malades au Congo parce que nous avons été dévitalisés, décivilisés, au point de croire l'inverse de ce que les valeurs humanistes nous enseignent. Les valeurs humanistes nous disent que c'est l'amour, c'est la paix, c'est la justice qui donne la vie. Mais décivilisés, nous croyons bêtement que c'est la mort qui donne la voix. Donc c'est cette inversion des valeurs qui fait que le pays a des ennemis coriaces qui risquent de lui mener la guerre pendant encore très longtemps parce qu'il y a eu ce phénomène de civilisateur. Alors comment on soigne ça? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas traité, qui n'est pas étudié en tout cas. Comment on soigne mentalement, cliniquement un peuple meurtri par la guerre? On sait que il y a des études, il y a des travaux qui sont faits au niveau économique, au niveau politique, mais comment on soigne un peuple qui est meurtri? Parce qu'on nous sort le concept de la résilience, mais la résilience, elle ne dit pas que vous serez prêt à accepter tous les chocs. La résilience, elle dit juste que vous allez rebondir à un autre endroit que là où vous étiez avant. Et justement, nous, par rapport à notre situation clinique, comment on rebondit dans le retour à la vie, en tout cas?
il faut résoudre absolument la question de la tête. C'est-à-dire, il faut avoir un président congolais digne de ce nom. Un président qui travaille avec... qui soit... là, c'est mon point de vue. Qui soit un primus inter pares. C'est-à-dire, un président issu d'un leadership collectif. Un président qui travaille avec des pairs qui ont maîtrisé ces enjeux et qui peuvent l'aider à pouvoir instaurer une justice juste. Parce que l'effet des civilisateurs de la guerre continue à produire ses fruits parce que la justice juste n'existe pas au Congo. Donc, la justice juste pourrait constituer un premier pas dans la thérapie, dans la thérapie collective. Ça, c'est d'un de deux. Si la question de la direction de la tête est résolue, il nous faudra savoir comment reconvertir les énergies dépensées dans la guerre, comment les utiliser autrement. Et là, il y a un modèle que Laurent Désiré Kabila avait réussi à inventer, c'est le service, comment on l'avait appelé ça? Service civil, quelque chose comme ça. Donc, prendre les jeunes, reconvertis à la barbarie, au terrorisme, prendre ces jeunes décivilisés, utiliser leurs énergies pour qu'ils produisent à manger. Là, tout en les aidant à pouvoir se perfectionner en arts martiaux, parce que nous aurons besoin demain des jeunes capables de défendre la patrie face aux dangers qui pourront le guetter, parce que le Congo ne pourra jamais être en paix tant qu'il régorge des matières premières qui sont les siennes. Mais il y a moyen d'utiliser cette force-là pour produire de la nourriture, comme Laurent Désiré Kabila l'a fait à Kanyamaka CC, le service civil, c'était quelque chose comme ça. Donc, on peut utiliser ces forces-là. Parce que, regardez, comme les droits sociaux, économiques, culturels, politiques n'ont pas été respectés pendant tout un temps, le Congo a eu ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants de la rue. Mais il n'y a pas d'enfants de la rue. Les enfants ne naissent pas dans la rue. Ce sont nos enfants que nous avons rejetés parce que nous n'étions pas capables de pouvoir les prendre en charge. Ces enfants-là sont facilement instrumentalisables. Ils deviennent les Kadogo dans la guerre, ils deviennent les Kuluna, les Pomba, qui sont instrumentalisés par la majorité idolâtre. Il faudrait qu'à un certain moment, on imite Laurent Désiré Kabila en récupérant tous ces enfants pour un service civil qui leur permet de voir qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils ont comme énergie autrement, les reconvertir positivement pour donner la vie et non donner la mort. Alors, un autre groupe de population dont il faut faire un travail, c'est la bourgeoisie. Vous en avez parlé tout à l'heure. La petite bourgeoisie congolaise qui a émergé aujourd'hui avec les ONG, avec les mines, avec les secteurs bancaires et télécoms. Comment faire pour que cette petite bourgeoisie congolaise se suicide, le suicide de Cabral? Nous devons la corrompre. Pas, le mot c'est trait d'union, rompre. Nous devons pouvoir corrompre cette petite bourgeoisie en
la dissolvant dans les collectifs citoyens. Le jour que cette petite bourgeoisie va comprendre qu'elle n'a pas de poids face aux grandes bourgeoisies congolaises qui viennent d'ailleurs, la bourgeoisie indienne, la bourgeoisie chinoise, la bourgeoisie libanaise, n'ont rien à voir avec cette petite bourgeoisie congolaise. Si nous la dissolvons dans les collectifs citoyens, elle peut mettre ses avoirs au service de la refondation de l'État et au service de sa propre refondation comme bourgeoisie nationale. Alors, comment vous allez procéder pour cette corruption? Nous allons l'inviter à rejoindre les collectifs citoyens. Donc, lui dire, il est temps que nous puissions rompre avec nos différentes appartenances pour refaire corps. Là, nous la corrompons. Si elle accepte de refaire corps avec les collectifs citoyens, elle va renaître comme bourgeoisie nationale. Un travail de mobilisation, un travail de reconversion devra aussi être mené à l'endroit de cette bourgeoisie perdue. Et c'est un travail que doivent pouvoir entreprendre les élites organiques et structurantes. Elles ne doivent pas simplement être organiques et structurantes pour les populations de la base, elles doivent aussi être organiques et structurantes pour la bourgeoisie perdue. Alors là, deux questions me viennent à l'esprit. Alors, une fois qu'on parvient à rassembler les différents corps de la société, comment on s'organise? Parce que la question, elle est, une fois qu'on a rassemblé les gens, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'il faut procéder à une division du travail? Sur quelle base? Qui fait quoi? Non. Créer des collectifs citoyens est indispensable si nous voulons rompre avec l'ordre cannibale du monde, rompre avec la majorité idolâtre pour refonder un État digne de ce nom au Congo. Donc, notre objectif ultime doit être la refondation du Congo. Alors, nous nous mobilisons au niveau des collectifs citoyens de façon que ceux qui veulent gouverner ce Congo-là demain aillent vers les collectifs et présentent ce qu'ils ont comme idée à partir des profils qu'ils auront créés ensemble avec les collectifs. Et pour qu'ensemble, nous commencions par résoudre la question de la direction. Si nous résolvons la question de la direction avec la base, nous réalisons une rupture et nous pouvons à ce moment-là avoir une constituante. Ah, ça c'est important. Vous ne pouvez pas opérer une rupture et continuer à travailler avec des constitutions qui vous ont été créées d'ailleurs. Nous devons réaliser une rupture, résoudre le problème de la direction, créer une constituante qui nous aide à organiser le reste, c'est-à-dire les élections à différents niveaux de l'organisation politique du Congo. Mais nous n'allons pas continuer comme par le passé. Comme nous cherchons à faire en sorte que le peuple, tout le monde participe au gouvernement du pays, il faudrait qu'en dehors des élections classiques, il y ait aussi le tirage au sort. Le tirage au sort qui permet au peuple tout un chacun d'aller au Sénat, d'aller à l'Assemblée nationale. Et ce peuple tout un chacun peut être renouvelé tous les 6 mois de façon que
nous ne puissions pas laisser le gouvernement du pays entre les mains de ceux qui estiment être les experts. Non. Toutes nos populations doivent être capables, à partir des collectifs citoyens, de maîtriser les questions essentielles face auxquelles le pays est placé et de se substituer les unes aux autres. Et là, il faudrait qu'à un certain moment, il n'y ait pas que la présidence qui soit renouvelable. Et que même ceux qui siègent au Sénat et à l'Assemblée nationale, même dans les assemblées provinciales, puissent être renouvelés comme ça. Pourquoi? Pour que toutes nos populations participent à la gestion du pouvoir. Parce que si nous continuons avec les choses telles qu'elles se passent maintenant, nous risquons d'avoir constamment ce qu'on appelle les experts entre griffes, les carriéristes. Non. Pour qu'un pays aille de l'avant, il n'a pas besoin de carriéristes. Nous avons besoin qu'à un certain moment, le corps politique qui dirige, qui gouverne, se renouvelle. Et nos populations doivent participer à cela. C'est l'une des meilleures manières de pouvoir pratiquer la participation telle qu'elle se faisait dans l'Afrique traditionnelle. Donc, souvent, quand on aborde la question de la démocratie, il y a des gens qui croient que tout vient de l'Occident. Non, 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 non. Il y a un petit livre de Amartya Sen intitulé La démocratie des autres. Et ce petit livre a un sous-titre qui rejoint ce que vous avez dit au sujet de Joseph Kizerbo qui dit qu'il y a d'une part la liberté et de l'autre la nécessité. Amartya Sen écrit la démocratie des autres. Pourquoi la liberté n'est pas une invention de l'Occident? Ceux qui travaillent dans la transformation de la nécessité, ce n'est pas la démocratie, c'est la liberté humaine. C'est l'homme qui entend qu'être libre, conscient de sa liberté, transforme la nécessité de façon que cette nécessité contribue à la maîtrise du destin. Donc souvent, nous confondons les choses dans certaines de nos analyses. Nous disons, oh, la démocratie est venue de l'Occident. Non, non, non. La participation à la gestion de la cité, qui est une des caractéristiques de la démocratie, n'est pas la chasse gardée de l'Occident. Dans nos villages, une bonne part du pouvoir était laissée à la base. La base participait à la palabre. Dans ma langue vernaculaire, la palabre s'appelle Massambakani. Quand on parle de Massambakani, dans le mot Massambakani, il y a le verbe Sambakana, c'est-à-dire se mélanger. Donc la politique, quand le chef du village organise le Massambakani, la palabre, c'est tous les habitants du village ou le capital, avec le capital, qui viennent assister. Pourquoi? Parce que la politique, c'est le lieu où tout le monde vient participer à l'édification de la cité. La politique, pour nous, ce sont les Massambakani. Le lieu où les gens se rencontrent, discutent, décident ensemble. Le lieu où les gens disent Sambakana. Donc, il y a une rencontre des uns et des autres. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous limiter à ce que nous estimons être l'héritage occidental et ne pas aller à notre héritage à nous, qui nous a quand même permis de vivre pendant longtemps avant l'invasion occidentale, tant soit peu convenablement. Donc, on peut aller puiser dans ce terreau-là, dans cette tradition-là, ce qui nous permet de faire la politique aujourd'hui en organisant les Massambakani, en ne négligeant pas les populations de la base. Vous savez qu'aujourd'hui,
dans certaines de nos contrées, dans nos villages, les villageois s'attaquent à nous, ils nous disent, c'est vous les intellectuels qui nous avez tués. Ils nous interpellent. C'est que, contrairement à ce que nous pensons, il y a des choses qu'ils ont maîtrisées. Et nous devons aller à leur rencontre pour apprendre ce qu'ils ont maîtrisé, comme ils peuvent aussi apprendre de notre part ce que nous avons maîtrisé. Donc il faut recréer la politique comme Massamba Kani. Que ça ne soit pas la chasse gardée de quelques carriéristes au service des nouveaux cercles du pouvoir. Alors, on peut aussi puiser dans des exemples récents pour voir comment on refonde l'État congolais. Si on prend le cas de l'Afrique du Sud post-apartheid, Oui. l'Afrique du Sud post-apartheid a fait l'option de ce qu'on appelle la paix négative. Ça veut dire une absence de tension au détriment de la paix positive, qui est la recherche de la justice, et notamment la justice sociale. On regarde la guerre que le Congo connaît depuis près de 20 ans, mais et aussi en regardant quelle est la situation des Noirs en Afrique du Sud aujourd'hui, quelles sont les leçons que les Congolais peuvent tirer de l'expérience sud-africaine sur les enjeux de paix, de justice et de réconciliation? Vous savez, je vais peut-être vous surprendre. L'Afrique du Sud n'est pas allée aussi loin qu'on l'aurait cru avec un mouvement comme l'ANC. La paix positive qu'elle a réalisée a permis à certains membres de l'ANC d'avoir accès à certains postes politiques. Mais l'économie n'est pas entre les mains des Sud-Africains. Ce qui fait que, aujourd'hui, on a encore beaucoup de Noirs qui vivent dans l'extrême pauvreté. Donc, cette paix positive, pour moi, est un processus politique inachevé. Il faudrait que l'ANC, en tant que grand parti politique de l'Afrique du Sud, poursuive ce processus pour que les Noirs sud-africains puissent bénéficier de la justice sociale, ce qui n'est pas encore chose faite. J'échange de temps en temps avec certains compatriotes là-dessus. Ils me disent ceci: Mandela a fait sa part, il appartient à ceux qui viennent après Mandela de pouvoir faire leur part. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort dans la mesure où Mandela s'est un peu compromis avec le pouvoir d'argent au point de laisser la majorité de son peuple dans la pauvreté. Alors, un autre exemple vient de la Centrafrique, en tout cas pré-exemple, puisque ça n'a pas été suivi des faits, mais dans le cadre du forum de Bangui du 4 au 11 mai dernier, le professeur Akonji Kombe, qui est professeur d'université à la Sorbonne à Paris, a soutenu l'idée d'insérer les ressources naturelles dans la future constitution centrafricaine. Voilà ce qu'il dit exactement. Il y a deux branches à l'alternative que je propose. La souveraineté permanente sur les ressources naturelles. L'inscription des ressources naturelles comme patrimoine commun. Il y a une nécessité pratique aujourd'hui que les Africains puissent avoir la voix au chapitre quant à la gestion de leurs ressources naturelles, quant à l'exploitation de leurs ressources naturelles et quant au bénéfice de ces ressources. D'où la deuxième branche qui permet d'affirmer que ces ressources constituent un patrimoine commun du peuple. Cela veut dire que dans le contexte africain, centrafricain, il faut lutter contre les tentations d'appropriation quasiment privée, quasiment ethnique, quasiment villageoise des ressources. Est-ce que cette proposition, elle peut être un modèle qu'on peut élargir à une future constitution congolaise? Et en quoi cette clause, en tout cas, pourrait être pertinente au regard de la situation congolaise et de ses ressources? C'est une très très bonne proposition. Elle permet de passer de la gestion des ressources naturelles dans un régime patrimonialiste à un pouvoir où la justice sociale permet que l'exploitation de matières premières profite à tout le monde. La façon dont les matières premières sont... Voilà pourquoi
les industries extractives devraient être nationalisées. C'est pour que ce que ces industries produisent, elles devraient aussi le transformer. Et quand cela est vendu, que le retour soit redistribué, que les profits et la valeur ajoutée soient redistribués, que ça ne soit pas que les profits n'aillent pas, comme c'est encore le cas chez nous, au seigneur de la guerre. Que ça rentre dans la redistribution qui fait partie de la justice sociale. Voilà pourquoi l'exploitation des matières premières devrait faire partie des questions débattables constitutionnellement. Ça devrait faire partie des questions constitutionnalisables et que les industries extractives devraient être des industries nationalisées. Là, le modèle bolivien ou le modèle vénézuélien ou le modèle équatorien m'attire beaucoup plus que tout autre modèle. Alors, troisième leçon sur laquelle on pourrait s'inspirer, vous vous rappelez régulièrement qu'au début des années 90, il y avait au Congo des avancements engrangés à l'intérieur du pays et des luttes suffisamment avancées malgré les difficultés que le pays connaissait à cette époque-là. Et vous estimez que la guerre de 96-97 est venue casser cet élan démocratique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période qui était, à votre sens, cruciale, dans le sens où si le Congo se mettait en ordre utile pour mener jusqu'à bout une lutte de libération, alors l'espace politique aurait vraiment été ouvert et ça aurait pu influencer les 9 pays voisins. Dans quel contexte ça s'est fait? Quelles leçons on peut tirer à la fois du processus qui a amené à la conférence nationale et surtout des conférences nationales? Sur quoi on peut aujourd'hui se baser à partir de ça? Mmh. Les conférences nationales africaines, il y a un livre très bien fait de Fabien Boussi-Boulaga là-dessus. Le livre est intitulé Les conférences nationales africaines, une affaire à suivre. Mais l'affaire n'a pas été suivie. Donc, les dynamiques extérieures sont venues casser cette affaire à suivre. Quand il y a le discours de François Mitterrand à la Bolle, le discours au cours duquel il dit que l'aide, je paraphrase, l'aide accordée aux pays africains devra être liée à leur capacité de s'engager dans le processus de démocratisation. Il y a déjà des dynamiques internes au Congo qui vont dans le sens de la démocratisation. Et Mobutu peut être qualifié de tous les noms d'oiseaux, mais le fait, et moi aussi je peux être critiqué sur ce fait-là parce que je le lui reconnais, le fait que Mobutu ait initié les consultations nationales me semble être un fait politique majeur pour le Congo. J'ose même croire, c'est une hypothèse que j'aimais, que c'est cela qui a signé, en dehors du fait qu'il était malade, son arrêt de mort. Pourquoi? Mobutu osait initier, vers les années 90, un processus qui allait à l'encontre de la prise de pouvoir par les nouveaux cercles du pouvoir qu'étaient les transnationales et les multinationales. Rappelez-vous, je vous ai dit que vers les années 1975, à partir de la trilatérale, l'Occident combattait l'irruption des masses dans l'arène politique. Il s'est rendu compte que les gouvernés étaient devenus trop exigeants à l'endroit de gouvernants. Et il fallait endiguer cette crise de la démocratie entre griffes. Mais c'est quand la lutte contre l'irruption des masses en politique avançait que Mobutu initie les consultations populaires.
Donc, il se permet d'écouter les différentes couches de la population congolaise. Qui pourrait encore oser cela aujourd'hui? Écoutez. Malheureusement, les résultats des consultations ont été torpillés à la dernière minute. Mais ça a été une œuvre merveilleuse. Et tous ceux et toutes celles qui pourraient prétendre être démocrates aujourd'hui, qu'ils s'essayent aux consultations populaires. Parce que les consultations populaires ont permis la rédaction des mémorandums à partir de la base. Et l'un des meilleurs mémorandums, ce fut celui de l'Église catholique. À partir de ce travail qui avait été fait, il y a eu une option pour créer la commission des biens mal acquis. Et quand vous avez la liste de ceux qui s'étaient accaparés des biens au Congo, vous retrouvez beaucoup de politicailleurs ou de politicards qui ont été récupérés par la Kabylie aujourd'hui. Donc, si les résolutions de la conférence nationale souveraine avaient été mises en pratique, il y aurait eu un début de justice transitionnelle. Et il fallait voir comment les sommités... La conférence nationale souveraine nous a aidés à pouvoir nous réaliser que dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique, le Congo avait des sommités, des grandes intelligences, des grands penseurs. Hein? Nous étions émerveillés quand nous entendons par exemple le professeur Liao. Il fallait l'entendre parler des questions liées au droit. Mais voilà que toute cette œuvre, conçue à partir des années 90, va être torpillée d'abord de l'intérieur. Là, n'accusons pas inutilement les gens de l'extérieur. Ça a été torpillé de l'intérieur. Mais le contexte créé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, avec les ajustements structurels qui avaient été imposés à notre pays depuis les années 90, rendait ce contexte explosif. Regardez, vous avez une dynamique intérieure. La dynamique intérieure est née de l'application des politiques, des programmes d'ajustement structurel. Mais comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont le bras économique des puissances extérieures, ils ne s'attendaient pas à ce que Mobutu initie une démarche qui puisse aider le Congo à se refaire de l'intérieur. Et il fallait casser cette dynamique qui aurait aidé le Congo à se refaire de l'intérieur. Donc, les clients internes de Mobutu ont travaillé à la cassure de la dynamique. Ceux de l'extérieur ont aussi travaillé à la cassure de cette dynamique en nous amenant la guerre de 1997, 96-97. Donc c'est tout un peuple mobilisé qui est démobilisé par une guerre qui va se révéler être une guerre d'usure. Un Congo réarmé, reboosté moralement de l'intérieur, aurait fait tache d'huile. Il y aurait eu d'autres pays africains qui auraient suivi l'exemple. Cela d'autant plus qu'à ce moment-là, il y avait dans plusieurs pays des conférences organisées, des conférences nationales organisées. Ça aurait reboosté l'Afrique. L'Afrique serait peut-être allée vers le panafricanisme. L'Afrique serait peut-être allée vers la véritable démocratie et ça aurait arrêté la marche de ceux qui voulaient faire de l'Afrique et du monde un marché ultralibéral ouvert. Hein, je vois cette petite phrase d'Edgar Morin qui dit que la mondialisation a été celle du cosmopolitisme du business et non
des valeurs humanistes. Donc, si tout le travail fait par la Conférence nationale africaine, et congolaise, pardon, de souveraine congolaise et zaïroise à ce moment-là, avait abouti, on aurait peut-être mis fin au cosmopolitisme du business en Afrique. C'est cela que les maîtres du monde ne voulaient pas. Alors, ils ont cassé cette dynamique interne au Congo et à certains pays d'Afrique. Alors pour conclure sur cette partie, à travers les références historiques que vous venez de faire et les expériences d'autres pays, quand Johnny Carson explique lors d'une intervention à la Brookings Institute que les États-Unis vont aider le Congo comme ils l'ont fait au Soudan et en ex-Yougoslavie, voilà. Sur la base de ce que vous venez d'expliquer en termes de références historiques, en termes d'expérience des peuples, quand Johnny Carson explique lors d'une intervention à la Brookings Institute que les USA vont aider le Congo comme ils l'ont fait au Soudan et en ex-Yougoslavie, quand les élites occidentales détruisent des pays comme la Libye, l'Irak et la Syrie, quand ces mêmes élites arrivent au Congo avec un discours sur la démocratie et les droits de l'homme, la bonne gouvernance aussi, pourquoi, malgré tout cela, on a des élites politiques qui adhèrent au discours, on a aussi des populations congolaises qui se rendent disponibles pour travailler avec ces gens? Oui, mais regardez. Quand vous écoutez le discours de Johnny Carson, qu'est-ce que vous faites d'abord comme un premier exercice intellectuel? Vous vous dites, bon tiens, les États-Unis ont aidé l'ex-Yougoslavie. Mais c'est pas vrai. Parce que ils l'ont produit comme État raté. Là, je fais allusion au texte d'Edouard Herman, la production des États ratés. Donc, et là, connaître le sens des mots et les contextes de leur usage, cela est très important. Les États-Unis n'ont pas aidé l'ex-Yougoslavie. Ils avaient envie de pouvoir affaiblir l'espace qu'ils avaient dénommé communiste. Alors, l'une des manières de pouvoir procéder à ce travail-là, c'est de détruire les États pour en faire des États ratés. Et ce n'est pas... Cette histoire-là, pour l'ex-Yougoslavie, ça a été aussi une attaque contre l'Europe. Il y a ce livre de Jacques Hogar, un militaire français, qui écrit « L'Europe est morte à Pristina ». Donc, cette aide entre griffes participe de ce que la trilatérale appelle la construction des États post-national et post-démocratique. Hein? Vous vous rappelez, quand nous avons lu ce que Crozier a confié à Philippe de Villiers. Donc, et cet exercice-là est très difficile. Hein? Quand vous entendez une histoire comme ça, pour les Africains friands de l'aide, ils vont se dire, ah vraiment, les États-Unis vont nous aider. Mais ne vous arrêtez pas au discours, à la rhétorique. Allez d'abord étudier la façon dont les États-Unis ont aidé l'ex-Yougoslavie. Ils l'ont détruite. Alors, vous regardez le Soudan. Ils disent qu'ils vont aider le Soudan. Ils l'ont détruit en faisant 2 pays. Parce qu'ils avaient un peu plus besoin du Soudan du Sud où l'on trouve le pétrole. Et quand vous avez lu les textes sur le Grand Rift, vous vous dites, mais tiens, le Sud-Soudan fait partie du Grand Rift. Alors quand ils vous disent qu'ils vont aider le Congo, vous vous dites, non. Ils vont continuer la conquête du Grand Rift qui comprend une partie de la République centrafricaine, le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, la Somalie, ainsi de suite.
et une bonne partie de l'Afrique du Congo, qu'on avait appelé dans le temps quand la guerre a commencé, parce que la question a été étudiée à l'université, à l'une des universités américaines. À ce moment-là, on parlait du Zaïre utile. Le Zaïre utile part de Kisangani jusqu'au Katanga. Mais ce Zaïre utile fait partie du Grand Rift. Alors, aider le Congo signifie, en d'autres termes, par inversion sémantique, intégrer sa partie riche en matières premières, stratégiques, dans le marché souhaité par Cécile Rhodes, dans le marché du Grand Rift. Alors, mais pour que les politiciens comprennent cela, ils doivent étudier. Mais étudier, ce n'est pas toujours facile. Il y a l'attrait de l'immédiatisme, des cravates, de costumes. Il y a des Congolais qui estiment que avoir accès au pouvoir au Congo, c'est faire partie de la cour des grands. Alors, ils n'ont pas le temps d'approfondir ces questions liées à l'aide. Même quand on parle de l'aide en général. Il y a d'ailleurs un titre d'un livre d'un compatriote africain, L'aide fatale. Qui est de qui? Parce que tout l'argent qui est redistribué au Congo par le canal des gouvernements fantoches, c'est l'argent qui a été pris au Congo ou en Afrique par les multinationales et les transnationales. Et on redonne les miettes. Donc tout l'argent est chez nous. C'est chez nous qu'il y a l'argent. Il n'y en a pas dans les pays dont les multinationales exploitent le Congo. Donc, il faut questionner les mots, les expressions. Et il faut les détricoter. Il faut les déconstruire. Nous avons besoin d'un grand travail de construction, mais à partir des documents. On vous dit, on va aider le Congo comme on a aidé l'ex-Yougoslavie. Mais vous allez lire sur cette aide-là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en Yougoslavie? On a aidé le Soudan. Vous allez lire les textes sur le Soudan. Quand vous lisez Chalonana, menace sur le Soudan et révélation sur le procureur Ocampo, Al-Bashir et le Darfour, la contre-enquête, vous avez des éléments que vous ne trouverez pas dans les médias officiels, dans les médias dominants ou dans l'écriture de l'histoire officielle. Cet exercice intellectuel est important, mais il doit avoir comme visée le partage avec les masses populaires. Leur dire, non, quand ils disent qu'ils nous aident, ils ne nous aident pas. Voilà, prenons l'exemple du pays qu'ils prétendent avoir aidé. Voilà comment ils ont procédé. Ils l'ont détruit. Voilà comment ils sont en train de nous détruire. Parce qu'ils veulent prendre nos terres, parce qu'ils ont besoin des petits états faibles qu'ils peuvent dominer à souhait. Voilà. Le podcast Congo Lobby Lelo est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobbylelo.com. À bientôt.